France Inter, franceinter.com. De l'assassinat considéré comme un des beaux-arts. J'ai beaucoup pensé au titre cynique de l'ouvrage de Thomas de Quincey en feuilletant le dossier de l'affaire Litvinenko. Car malgré les recherches approfondies des médecins et chercheurs britanniques, le diagnostic d'empoisonnement au polonium 210 a beaucoup tardé et a même failli ne jamais être établi. Mais nous allons venir sur la mort atroce de l'ancien espion russe. Auparavant, évoquons à nouveau son protecteur, l'oligarque Boris Berezovsky, le milliardaire qui a largement contribué à mettre sur orbite un certain Vladimir Poutine, obscur lieutenant-colonel du FSB, le service secret qui a succédé au KGB de l'époque soviétique. Berezovsky, devenu secrétaire du Conseil de sécurité, a en effet l'oreille du président Yeltsin et fait partie du petit clan qui a dépecé à son profit l'économie russe et fait des fortunes considérables. En 1999, Poutine, chef du FSB, gravit encore un échelon et devient Premier ministre. Il est manifestement mis en place pour protéger le clan présidentiel et empêcher que l'on enquête sur les prévarications de la famille Yeltsin lorsqu'elle aura quitté le Kremlin. Mais Poutine, qui s'acquittera d'ailleurs fidèlement de cette tâche, poursuit un autre objectif. Pourquoi ne pas tenter d'accéder à la présidence lorsque le vieux Yeltsin, usé et malade, quittera le pouvoir? Mais pour atteindre ce but, ce quasi-inconnu doit frapper un grand coup et conquérir l'opinion. La Tchétchénie va lui offrir cette occasion en criminalisant les indépendantistes, tandis que, parallèlement, Boris Berezovsky, pour des raisons encore plus obscures, poussera un chef de guerre tchétchène, l'islamiste radical Shamil Bassayev, à provoquer les autorités russes. Conséquence de ces deux actions conjointes, ce sera la deuxième guerre de Tchétchénie. Monsieur X décrypte ces faits avant de revenir sur l'empoisonnement de Litvinenko et l'assassinat, 3 semaines plus tôt, de la journaliste Anna Politkovskaya. Poutine est nommé Premier ministre au début du mois d'août 1999 et simultanément des islamistes tchétchènes, commandés par Shamil Bassayev, s'introduisent au Daghestan. Oui, c'est la république voisine de la Tchétchénie. Oui, une république qui, elle, ne veut pas quitter la Fédération russe. L'objectif affirmé de ces hommes, qui seraient des wahhabites... C'est-à-dire des fondamentalistes islamistes. Oui. Leur objectif, donc, c'est en tout cas ce qu'ils prétendent, est l'établissement au Daghestan d'un État islamiste. Pour Moscou, c'est une vraie provocation. Et Poutine, à peine nommé, annonce que l'armée russe va lancer une grande offensive pour chasser ces troupes qui menacent l'intégrité territoriale de la Fédération. Et au passage, leurs bases situées en Tchétchénie vont être frappées. C'est le point de départ d'une nouvelle guerre ? Pas encore, parce que les hommes de Bassayev vont tranquillement retraverser la frontière sans que l'armée russe ne s'y oppose sérieusement. Mais ils reviendront un peu plus tard. Une nouvelle incursion. Oui, assez brève, cette deuxième incursion, mais elle coïncidera avec un violent attentat commis contre un immeuble occupé par les troupes russes. Il y aura 60 morts. Au Daghestan, donc. C'est exact. Suivront d'intenses bombardements russes de part et d'autre de la frontière entre la Tchétchénie et le Daghestan. Et tout ça vous paraît donc très curieux. On aurait voulu donner un prétexte aux Russes pour intervenir en Tchétchénie, qu'on n'aurait pas fait mieux. Mais ce n'est pas fini. Attendez, avant d'aller plus loin, là, comment décryptez-vous cette double incursion au Daghestan ? À l'évidence, c'est un simulacre de guerre. Et voici quel était le scénario prévu. Bassayev devait pénétrer avec ses hommes au Daghestan. On lui promettait que les troupes russes présentes dans cette république auraient été préalablement retirées. Il y aurait forcément des accrochages, mais limités. Ensuite, l'armée russe interviendrait et Bassayev regagnerait sagement ses bases en Tchétchénie. L'important, c'était de montrer à l'opinion publique russe que les Tchétchènes étaient décidément incorrigibles et qu'il fallait qu'un homme fort règle la question une fois pour toutes. Ouais, un homme comme Poutine. Bien sûr. Et on en est aujourd'hui pratiquement certain. Le scénario a été écrit par Berezovsky qui a aussi financé l'opération en arrosant Bassayev. Mais est-ce qu'on en a la preuve ? L'oligarque n'a pas nié avoir donné de l'argent à Bassayev. En principe, pour participer à la reconstruction de la Tchétchénie. Mais c'est cousu de fil blanc, car il faudrait aussi expliquer pourquoi, en juillet 1999,
Dans une demeure de la Côte d'Azur appartenant au marchand d'armes Khashoggi, une mystérieuse réunion a rassemblé le secrétaire général de la présidence russe, Chamil Bassaïev, et vraisemblablement Berezovski lui-même. Et vous pensez qu'il a été alors question de l'incursion de Bassaïev au Daghestan? Forcément, cette incursion a eu lieu seulement quelques jours après, au début du mois d'août. Donc le Kremlin, pour vous, était au courant? Et même plus, il était complice. Le Kremlin et bien sûr les services secrets. Ouais, le FSB. Autre fait étonnant, les combattants tchétchènes de Bassaïev étaient équipés d'armes russes ultramodernes, des armes qui ne pouvaient que provenir des arsenaux du pays. Cette double incursion au Daghestan n'est qu'un hors-d'œuvre, si j'ose dire, car bientôt c'est le cœur même de la Russie qui va être frappé. Des attentats. Des attentats monstrueux qui vont faire des dizaines et des dizaines de morts. Alors, ça commence à Moscou, à la fin du mois d'août 1999. Et franchement, ça ressemble à un coup d'essai. Pourquoi? Parce que la bombe, dissimulée dans un centre commercial, ne provoque qu'un seul mort. Mais 8 jours plus tard, une deuxième bombe placée au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation situé rue Gourianov, toujours à Moscou, va tuer presque 100 personnes et blesser des dizaines d'autres. Et les experts ont calculé que la charge composée d'exogène et de TNT devait peser 350 kilos. C'est énorme, hein? Et ça pose un certain nombre de questions. D'abord, on ne trouve pas d'exogène ni de TNT au coin de la rue. Ouais. Et en Russie, ce sont essentiellement les militaires qui les stockent dans leurs dépôts ou dans les usines chimiques secrètes qui les fabriquent. Des installations qui doivent être étroitement surveillées, enfin j'imagine. Hein. Autre interrogation. Un tel attentat ne s'improvise pas. Il faut effectuer des repérages, définir l'endroit où disposer l'explosif, puis apporter celui-ci par petites quantités pour ne pas éveiller l'attention des occupants de l'immeuble. Toute une préparation qui demande du temps et doit mobiliser des spécialistes. Ce qui signifie alors que l'attentat était prévu de longue date. Ah ben ça me semble évident, car il va se produire d'autres attentats. 4 jours après la déflagration de la rue Gourianov, un autre immeuble saute, chaussée Kachirkoé. Au moins 120 Russes sont tués. Ces attentats sont donc conçus pour tuer le maximum de gens. Je le pense. Il faut provoquer un choc dans l'opinion publique et surtout inspirer la terreur parmi la population moscovite. Et vous imaginez bien dans quel but. Enfin, poursuivons. Une parenthèse avant. La veille de ce dernier attentat, des habitants ont vu un homme qui furetait dans les sous-sols de l'immeuble et ils ont prévenu la milice. Alors, les policiers se sont déplacés? Oui, mais ils ne se sont pas montrés particulièrement curieux. Alors qu'il y avait eu quand même le précédent de la rue Gourianov. Hein. Effectivement. Donc ils ont brièvement interrogé le type et l'ont laissé repartir. Ils n'ont même pas fouillé les caves. Ce qui leur aurait permis pourtant de découvrir des explosifs. Étrange négligence. Alors la suite. Le FSB, chargé de l'enquête sur les attentats, a annoncé avoir découvert dans d'autres immeubles de la ville des explosifs et des détonateurs. Autant d'attentats déjoués. Les explosifs, là, toujours de même nature? Oui, ce qui montre l'importance de la quantité d'exogènes détournés. Aussi, les dirigeants du FSB vont-ils brusquement changer de tactique? En se rendant compte que la provenance de telles quantités d'exogènes trahit une complicité avec des services officiels, ils affirment maintenant qu'en réalité, l'explosif était surtout composé de nitrate d'ammonium. Ah, ça, c'est le produit chimique qui a explosé à Toulouse. Hein. Et qu'on utilise notamment pour fabriquer des engrais. Mais cette version n'a pas abusé grand monde. Enfin, surtout pas les journalistes. Ouais. Y aura-t-il d'autres attentats après cette première série? Pas à Moscou, mais près de Rostov. Et on comptera 19 morts. Et avant cet attentat, il s'est produit un incident très intrigant à la Douma. La Douma, c'est l'Assemblée législative. Hein. Oui. Ouais. Les députés sont en séance et évoquent justement les attentats qui ont secoué Moscou quand le président de la Douma prend la parole. Il annonce qu'on vient de l'informer qu'une autre explosion aurait eu lieu dans un immeuble de la région de Rostov, à Volgodonsk très précisément. Or, renseignement pris, il ne s'est rien passé dans cette localité. Mais 3 jours plus tard, effectivement, une bombe éclate à Volgodonsk qui tue 19 personnes. Alors, vous avez une explication, là? Une explication qui prouve la duplicité des autorités dans cette série meurtrière. Le président de la Douma avait certainement eu connaissance de la liste des attentats. Avant que ceci se produise. Hein. Pardonnez-moi l'expression, mais en faisant cette annonce prématurée, il s'est emmêlé les pinceaux. À moins que la faute n'en revienne à la pagaille qui régnait dans les services du FSB. C'est en tout cas ce que Livinenko affirme dans un livre dont nous allons reparler. Enfin, pour en terminer avec ces attentats, il faut évoquer l'étrange affaire de Ryazan. Ryazan, de quoi s'agit-il là? D'un fiasco. Le 22 septembre 1999, 3 individus sont repérés alors qu'ils déposent de gros sacs de sucre dans le sous-sol d'un immeuble de Ryazan au sud de Moscou.
Un habitant trouve leur attitude suspecte et note que la voiture dans laquelle ils ne vont pas tarder à filer possède une plaque minéralogique masquée par un papier. Il appelle la police. En ouvrant le premier sac, les policiers découvrent à la surface d'un contenu de granulés jaunes du matériel électronique dont un minuteur. Aussitôt, l'alerte est donnée et l'immeuble évacué. Et le contenu des sacs, alors? Un mélange de sucre et d'exogène. Aussitôt, grâce à des renseignements très précis fournis par les habitants, des portraits robots sont effectués et la chasse à l'homme est lancée. Les 2 terroristes qui sont restés à Ryazan sont traqués. L'un d'eux donne un coup de téléphone à Moscou. Le numéro est identifié, c'est celui d'une ligne du FSB. Rapidement alerté, le nouveau chef de service... C'est celui qui a succédé à Poutine? Oui, un certain Patrouchev. Ouais. Celui-ci décide aussitôt de siffler la fin de la partie. C'était bien des agents du FSB qui ont agi, mais dans le cadre d'un exercice d'entraînement destiné à tester la vigilance de la population. Pas très plausible. Je suis d'accord. Car était-il utile d'emplir les faux sacs de sucre d'une vraie quantité d'exogène? Or, les dirigeants du FSB s'accrochent à cette version que confirmera Poutine lui-même. Et ça passe dans l'opinion, non? Plus ou moins. Mais il faut dire qu'en Tchétchénie, le grand jeu a déjà commencé. France Inter, rendez-vous avec X. Le fiasco de Ryazan et la version exercice d'entraînement ne fera pas longtemps illusion. 8 jours après, des journaux locaux publient l'article suivant qui met directement en cause le FSB. Nous avons appris de sources bien informées du ministère de l'Intérieur que pas un seul des employés du ministère et de leurs collègues de l'UFSB de Ryazan, la section locale du FSB, ne croit à un exercice d'entraînement qui aurait impliqué la pose de bombes dans la ville. À en croire des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, l'immeuble d'habitation de Ryazan a été réellement miné par des inconnus qui ont utilisé de véritables explosifs et les mêmes détonateurs qu'à Moscou. Cette théorie est indirectement confirmée par le fait que la procédure criminelle engagée en vertu de l'article sur le terrorisme n'a pas encore été close. En outre, les résultats de l'analyse initiale des sacs, effectués dans un premier temps par les experts locaux de la police, ont été confisqués par le personnel du FSB venu de Moscou et immédiatement classés secrets. Les policiers qui ont été en contact avec leurs collègues criminalistes chargés de la première enquête sur les sacs continuent à affirmer que ces derniers contenaient bien de l'exogène et qu'il n'y avait aucune erreur possible à ce sujet. C'est le 1er octobre 1999 que les troupes russes entrent en Tchétchénie. La Deuxième Guerre. Et le prétexte, c'est bien sûr cette série d'attentats immédiatement attribués aux bandits tchétchènes, selon la terminologie utilisée par Poutine. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il dit très élégamment qu'il ira les buter jusqu'au fond des chiottes. Et très exactement. Et il faut observer que dès le 13 septembre... Après l'attentat le premier, la rue Gourianov. Tout à fait. Ouais. Dès cette date, le gouvernement de Vladimir Poutine met en place toute une série de mesures discriminatoires à l'égard des peuples caucasiens, c'est-à-dire des étrangers qui présentent un faciès un peu basané. Mais des mesures légales? Pas du tout. Elles violent la constitution de la Fédération de Russie, mais enfin, peu importe. L'adversaire est déjà clairement désigné et l'opinion va malheureusement suivre. Mais y a-t-il l'ombre d'une preuve, là? Aucune, non. À part l'arrestation d'un malheureux Ingouche qui sera d'ailleurs mis hors de cause quelque temps plus tard. Et pour le pouvoir, une gauche tchétchène, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire des Caucasiens, donc des individus douteux, des terroristes nés. Mais vous n'exagérez pas un peu, là? Non. C'est un véritable flot de haine qui submerge la Russie. Et Poutine surfe sur cette lame. Oui. Vous savez ce qui se passera après la démission surprise de Boris Eltsine, fin décembre 1999 ? Vladimir Poutine sera élu à la présidence 3 mois plus tard. Ouais, alors qu'un an plus tôt, personne ou presque ne le connaissait. Hein. Et je crois vous l'avoir déjà dit, avec lui, c'est l'ancien KGB qui revient au premier plan après quelques années d'éclipse. Et qui va prendre sa revanche. Hein, sur les oligarques en particulier. Ceux qui ne feront pas allégeance seront brisés ou devront quitter la Russie. Mais je voudrais revenir un instant sur les attentats. Il existe quand même en Russie des gens qui ne sont pas dupes. L'ancien Premier ministre, Evgeny Primakov, affirme par exemple que les attentats sont l'œuvre d'individus en rapport avec les services secrets. Et il est peut-être bien placé pour s'exprimer ainsi, puisqu'il a été lui-même un chef du KGB. Et il n'ignore rien des relations qui se sont établies entre le FSB et la pègre. Même son de cloche dans une déclaration d'Edouard Shevardnadze, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Gorbatchev, devenu le numéro 1 de son pays, la Géorgie, indique que dès
le premier attentat, il a appelé Boris Eltsine pour le prévenir. Il y a longtemps que les services secrets ont noué des liens avec les terroristes tchétchènes. Et au passage, il en profite pour accuser le FSB qui a déjà perpétré 2 attentats contre sa personne. Contre lui-même, là. Oui. Mais si je vous ai bien compris, alors, Eltsine n'a pas dû être étonné, non? Il savait, sans nul doute. Ouais. Et il laisse faire. Ça faisait partie du pacte qu'il avait passé avec Poutine. Parce que, et pardon si je me répète, la situation de la famille Eltsine devenait de plus en plus délicate. Poutine, Premier ministre, mais surtout ancien patron du FSB, un service qu'il continuait de contrôler, pouvait lui garantir qu'on ne ferait pas d'ennui. Oui, mais à condition qu'il cède la place. Bien évidemment. Ouais. D'où la démission surprise de Boris Eltsine avant la fin de son mandat. Mais je poursuis. Un autre homme, et pas des moindres, le général Yebed, n'a pas hésité à accuser le pouvoir d'avoir commandité les attentats. Mais tous ces hommes n'ont pas été entendus. Le rouleau compresseur de la propagande était en marche et une véritable hystérie anti-tchétchène s'était emparée des esprits. Et il était trop tard pour qu'un sursaut se produise. Alors ici, et tant pis pour la chronologie, il me faut parler d'un certain Gotchiaïev, Atchimez Gotchiaïev, un homme qui a peut-être été malgré lui à l'origine de la mort de Litvinenko. Alors, qui est ce personnage? C'est un citoyen russe originaire de la République de Ratchaïo-Tcherkessie. Un caucasien, donc. Tout à fait. En septembre 2000, à l'occasion du premier anniversaire des attentats de Moscou, le chef de la section antiterroriste du FSB accuse à nouveau les Tchétchènes d'avoir perpétré ces crimes. Et il désigne nommément 6 suspects, dont Gotchaïev, un agent immobilier qui jusque-là n'a jamais fait parler de lui. C'est cet homme qui aurait loué les sous-sols des immeubles qui ont été frappés. Et c'est vrai? Oui. Alors, il est vraiment coupable? Non. Il faut m'expliquer. Volontiers, mais sans vous préciser au préalable que ce Gotchaïev, présenté comme l'organisateur principal des attentats de Moscou, a pris prudemment la fuite et qu'il s'est réfugié hors de la Fédération de Russie, sans doute en Géorgie. Et c'est là où nous allons retrouver Alexandre Litvinenko. Un petit rappel. L'ancien officier du FSB, après avoir fait scandale en affirmant que son service lui avait demandé d'assassiner Boris Berezovsky, a eu quelques ennuis. Oui, il a même été emprisonné quelque temps. Pour un crime imaginaire, oui. Mais en 2000, il recouvre la liberté, à condition de ne pas quitter la Russie. On n'a peut-être pas envie qu'il raconte à l'étranger tout ce qu'il sait. C'est probable. Mais il est contacté par un historien qui vit et travaille aux États-Unis, Yuri Fetchinsky. Celui-ci enquête sur les attentats de 1999. Parce qu'il a déjà des doutes sur la piste tchétchène. En effet. Et il demande à Litvinenko de l'aider, parce que Litvinenko connaît bien le FSB et ses rouages les plus secrets, et qu'il détient des informations très précieuses sur les liens qui existent entre les milieux criminels et certains officiers corrompus du service secret. Il sait en particulier qui a préparé la campagne d'attentat de 1996, une campagne qui a précédé opportunément la réélection de Boris Eltsine. Litvinenko accepte cette collaboration? Oui, et l'enquête très minutieuse sera accablante pour le pouvoir russe. Mais auparavant, Litvinenko doit s'exiler. Et donc fuir, puisqu'il s'est engagé à ne pas quitter son pays. Bon, alors je vous passe les détails, mais c'est une véritable opération d'exfiltration que vont se livrer Litvinenko et ses amis. Une opération digne de l'époque où existait encore le rideau de fer. En tout cas, bientôt, Litvinenko et sa famille rejoignent Londres. Londres, où se trouve déjà son protecteur, Boris Berezovsky. Et Litvinenko espère bien retrouver auprès de lui la place qui était la sienne. Alors quoi, agent de sécurité? Et agent de renseignement, chargé des missions les plus délicates. Et effectivement, Berezovsky ne rechigne pas à lui venir en aide. Il le loge, il le paie. Et même si l'ancien espion ne roule pas sur l'or, du moins retrouve-t-il une certaine sécurité. Sans renoncer pour autant à continuer à s'intéresser à ces fameux attentats de Moscou. Et sans doute est-il encouragé par son patron. Pourtant, d'après ce que vous m'avez dit, Berezovsky n'est pas vraiment innocent dans toute cette affaire. C'est juste. Mais à l'époque, l'oligarque soutenait Poutine. Tandis qu'aujourd'hui, ils sont fâchés. Berezovsky a même déclaré entre lui et moi, c'est une lutte à mort. Donc tout ce qui peut affaiblir Poutine est le bienvenu. Ouais. Mais imaginons, si en poursuivant son enquête, Litvinenko débusquait des informations très embarrassantes pour Berezovsky, en particulier sa collusion avec le terroriste tchétchène Bassayev. Que se passe-t-il là? Hypothèse intéressante. Mais si vous voulez, on verra ça un peu plus tard. En attendant, Litvinenko poursuit un objectif prioritaire, retrouver ce Gotchaïev qui officiellement demeure le principal suspect dans l'affaire des attentats de 1999 à Moscou. Et le retrouver si possible avant que les tueurs des services secrets russes ne l'assassinent.
France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Yuri Felchinsky, dans le livre qu'il a écrit avec Alexandre Litvinenko, évoque sa première rencontre avec son futur co-auteur. Notre première rencontre date du jour où il s'apprêtait à tenir cette conférence de presse capitale. Alexandre était un homme énergique, un véritable athlète qui ne fumait ni ne buvait, ce qui est particulièrement rare en Russie. Nous parlâmes beaucoup. Je venais d'arriver à Moscou où je n'avais pas séjourné depuis 1978, date de mon émigration aux États-Unis. Tout était nouveau pour moi et j'étais tout oui. Il me raconta sa vie en détail pendant des heures. Certains épisodes étaient terrifiants, du fait qu'il avait travaillé pour le puissant FSB et mené une existence difficile. D'autres ne me plurent pas du tout, notamment les récits des atrocités de l'armée russe en Tchétchénie, des Tchétchènes brûlés vifs ou enterrés vivants, des descriptions détaillées de torture. Alexandre savait que, tôt ou tard, il serait puni pour sa trahison pendant la conférence de presse et que même le riche et influent Boris Berezovsky ne serait pas en mesure de l'aider. Il avait raison. En 1999, il fut arrêté et emprisonné pour un crime fictif que le gouvernement lui reprochait d'avoir commis quelques années auparavant. Finalement, il fut acquitté et relâché. Il n'en passa pas moins plusieurs mois en prison comme suspect. Et, ajoute Felchinsky, il savait déjà qu'un jour ou l'autre, il serait tué. Leur ouvrage commun, Le temps des assassins, a été édité en 2007 par Kalman Levy. Alors, Litvinenko a-t-il retrouvé ce Gotchaïev ? Je ne sais pas s'il l'a retrouvé physiquement. En tout cas, il a réussi à communiquer avec lui. Et Gotchaïev lui a confié un document où il relate très précisément ce qui lui est arrivé. Alors, je vous écoute là. Gotchaïev, je crois vous l'avoir dit, avait créé une société immobilière. Et un beau jour de 1999, il a vu arriver dans ses bureaux un de ses anciens camarades de classe. Celui-ci lui a dit qu'il cherchait à louer des locaux destinés à entreposer des produits alimentaires. Il se déclare même prêt à s'associer avec son copain afin de gérer ce commerce alimentaire. Jusque-là, rien d'étonnant. Je suis d'accord. Gotchaïev, très intéressé, se met donc en chasse et trouve quelques sous-sols libres dans des immeubles de Moscou. Ouais. Donc ceux où se produiront les attentats. Naturellement. Ouais. Et d'autres où l'on trouvera des explosifs avant qu'ils ne soient activés. Mais ça, je suis sûr que c'était prévu. Après les 2 premiers attentats si meurtriers, il fallait faire la preuve de l'efficacité des services de sécurité. Mais c'était d'autant plus facile que le FSB savait exactement où ces charges avaient été disposées. Bien sûr. Le jour du premier attentat, Gotchaïev reçoit un coup de fil de son ancien camarade de classe qui lui annonce qu'un petit incendie s'est déclaré dans le sous-sol de l'immeuble de la rue Gorianov. Il faudrait que Gotchaïev se déplace. Mais heureusement pour ce dernier, son poste de télévision est allumé. Et il découvre que rue Gorianov, il n'y a pas eu un petit incendie, mais une gigantesque explosion qui a pratiquement détruit l'immeuble. Et là, il comprend que son copain d'enfance lui a tendu un piège. Oui, s'il s'était rendu sur les lieux de ce prétendu incendie, il aurait sûrement été arrêté et accusé d'être le terroriste. Oui, un assassin revenant toujours sur les lieux de son crime. N'est-ce pas? Alors que fait-il? Il est d'abord paralysé de trouille. Et il passe 4 jours cloîtré hors de chez lui. Il ne pense pas encore à fuir au plus vite. Non, et c'est bizarre parce qu'il sait pertinemment que les enquêteurs remonteront forcément jusqu'à lui et que sa vie pourra être éventuellement menacée. Ne l'ayant pas trouvé sur les lieux de l'attentat, des miliciens ou des agents du FSB peuvent faire irruption chez lui et le liquider. Ainsi, non seulement il ne parlera pas, mais il sera aisé d'imputer à un caucasien la responsabilité de l'attentat. Oui, mais là, vous faites travailler votre imagination. Je n'invente rien du tout. D'ailleurs, le soir même, des policiers ont débarqué dans son appartement où sa sœur l'attendait. La jeune femme a été arrêtée, battue, pressée de dire où se trouvait son frère. Et son mari, interpellé lui aussi, sera un peu plus tard condamné à huis clos à 13 ans de prison. Oui, c'est quand même beaucoup, là. Et lui alors, Gotchaïev, surtout pour un innocent. Gotchaïev, là lorsqu'il apprend qu'un deuxième attentat vient de se produire, toujours dans un local qu'il a loué à son copain, il panique. Téléphone au service de secours pour donner les autres adresses des immeubles dont les sous-sols ont été loués à son ami. Puis il disparaît, parvient à franchir la frontière de la Fédération de Russie et passe en Géorgie. Où Litvinenko le retrouvera. Ce qui permettra plus tard au pouvoir russe d'affirmer que Gotchaïev était une créature de Berezovsky. À cause des rapports de ce dernier avec Litvinenko. Et son copain de classe alors?
C'était bien sûr un agent du FSB. Gotchaïev l'a écrit dans le document qu'il a remis à Litvinenko. Ouais, mais sans preuve. Il faut malheureusement l'admettre. Quoi qu'il en soit, Litvinenko, qui représentait déjà un danger pour le Kremlin et ses anciens maîtres du FSB, est plus que jamais une cible. Et avec lui, la journaliste Anna Politkovskaya, qui inlassablement s'intéresse aux événements de Tchétchénie et dénonce les atrocités commises par l'armée rouge. Auparavant, il me faut vous dire que la plupart des personnes qui enquêteront sérieusement sur les commanditaires des attentats de 1999 auront des fins tragiques. 2 députés de la Douma seront ainsi purement et simplement assassinés. Oui. Mais revenons à Anna Politkovskaya. Là. Il me semble que dans son dernier article, écrit le jour même de sa mort, elle relatait un cas de torture. Oui, l'histoire d'un jeune Tchétchène torturé dans un commissariat de Grozny. Manifestement, Anna gênait le pouvoir en place. Et il faut rappeler qu'elle avait déjà fait l'objet d'une curieuse tentative d'empoisonnement. En 2004, alors qu'elle avait réussi, malgré de nombreux obstacles, à prendre un avion pour se rendre en Ossétie. Oui, pour enquêter sur cette monstrueuse prise d'otage dans une école de Beslan. Le Kremlin, qui a sans doute déjà décidé d'utiliser la manière forte pour mettre fin à cette opération lancée par le leader tchétchène, Shamil Bassayev, n'a aucune envie d'agir sous le regard de témoins journalistes, tels qu'Anna Politkovskaya. Aussi vraisemblablement, dans l'avion qui l'emmène là-bas, on lui sert une tasse de thé empoisonnée. Ce qui l'empêchera de se rendre à Beslan. Où, après l'assaut donné par les forces spéciales russes, on comptera 300 victimes, dont une grande majorité d'enfants. Alors, dans le cas de Politkovskaya, s'agissait-il seulement d'éviter qu'elle assiste à ce dramatique assaut? Ou voulait-on lui donner une leçon? Ou même l'éliminer physiquement? Je ne sais pas. Mais 2 ans plus tard, le tueur qui l'attendait à l'entrée de son immeuble finira en quelque sorte le travail en la faisant taire à jamais. Une parenthèse ici avant d'évoquer la fin de Litvinenko. Dans le livre hommage que Buchet-Chastel vient de consacrer à Anna Politkovskaya, je lis ceci sous la plume de Nathalie Nouguered, journaliste au Monde. Novaya Gazeta, le bi-hebdomadaire dans lequel travaillait Anna Politkovskaya depuis 1999, a été frappé de plein fouet. 2 de ces journalistes ont été assassinés par balle et un 3e, Yuri Shekochikine, qui enquêtait sur des agissements des services secrets russes, est mort en juillet 2003 dans des circonstances mystérieuses. Selon ses proches, il a succombé à un empoisonnement, mais personne n'a pu le prouver. L'hôpital, qui n'a pas donné accès à son dossier médical, a mis sa mort sur le compte d'une allergie rare. Auparavant, en juillet 2000, un autre journaliste de Novaya Gazeta, Igor Domnikov, est mort dans un hôpital de Moscou des suites de blessures à la tête. 2 mois plus tôt, il avait été attaqué à l'arme à feu. Alors, Litvinenko, inutile de revenir sur les circonstances de sa mort et sa longue agonie. On ne pouvait pas le sauver. D'autant moins qu'on a découvert très tard la nature du produit qui l'a ingéré. Ouais. C'était du polonium-210. Un radionucléide découvert par Marie Curie. Mais même si le poison avait été détecté dès le début, Litvinenko était condamné. Alors, qui? On sait de façon à peu près certaine, grâce aux radiations, que le poison venait de Moscou et que les assassins étaient presque certainement 2 anciens membres des services secrets de l'armée rouge, dont un certain Lugovoy. 2 individus que Litvinenko a rencontrés à Londres, mais ça ne résout pas la question du commanditaire. Le Kremlin a été soupçonné. C'est-à-dire Poutine. C'était presque forcé. Non seulement Litvinenko avait trahi son ancien service, le FSB, mais une fois arrivé à Londres, il l'avait accusé de tous les maux, corruption, assassinat, prévarications diverses, bref. Pour Litvinenko, c'était un repère de bandits de la pire espèce. Ouais. On pouvait donc légitimement penser que ce FSB avait voulu se venger. Et surtout, contraindre Litvinenko au silence. Car il est probable que l'espion avait gardé des contacts avec quelques-uns de ses anciens collègues et qu'il continuait donc à recevoir des renseignements pour son patron Berezovski, bizarrement reconverti en chef de l'opposition russe en exil et qui ne désespérait pas de vouloir un jour faire tomber Poutine. Ouais, franchement, là, pour l'instant, ça me paraît assez mal parti. Autre hypothèse, impliquant toujours Moscou, en infligeant cette mort atroce à Litvinenko, le pouvoir aurait voulu faire peur à tous ceux qui étaient tentés de trahir leur pays ou leur service, en leur faisant aussi comprendre que nul n'était à l'abri. Et dans ce cas-là, alors, il fallait que la mort soit spectaculaire. Elle l'a été.
Un biologiste russe a même évoqué assez cyniquement un travail d'artiste. Autre hypothèse. Les tueurs jouent parfois au billard. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Imaginez que quelqu'un, et ce ne sera pas difficile à trouver, en veuille vraiment à mort à Vladimir Poutine. Il commet ou commandite un assassinat dont la responsabilité évidente est aussitôt attribuée à Poutine. Et cet homme, alors? Un oligarque, par exemple. Un homme qui a beaucoup à reprocher au président russe. Quoi, Berezovski? Je n'ai prononcé aucun nom. Mais pourquoi pas? Oui. À Moscou aussi, on accuse Berezovski. Sans doute parce qu'on ne prête qu'aux riches. Mais on murmure aussi que le Russe aurait été liquidé parce qu'il avait été engagé par les services secrets britanniques. La conclusion, je l'emprunte au livre de Litvinenko. Un texte partial, évidemment, mais quand même très éclairant. Le rétablissement de la plaque à la mémoire d'Andropov sur l'immeuble de la Bolchaïa Lobianka, qui abrite le FSB, un toast porté à la mémoire de Staline avec le chef du parti communiste Zyuganov, des attentats à l'explosif dans des immeubles d'habitation et une nouvelle guerre en Tchétchénie, l'adoption d'une loi permettant de nouveau d'enquêter sur des individus sur la foi de dénonciations anonymes, la promotion à des postes de pouvoir de généraux du FSB et d'officiers de l'armée, et enfin la destruction totale des fondements d'un régime constitutionnel bâti sur les valeurs, certes fragiles mais néanmoins démocratiques, d'une économie de marché, la suppression de la liberté d'expression, voici quelques-unes des réalisations du Premier ministre et président Poutine pendant les premiers mois de son mandat. Le temps des assassins d'Alexandre Litvinenko et Yuri Felchinsky est édité par Kalman Levy, a signalé aussi de Alex Goldfarb et Marina Litvinenko, l'épouse de l'espion assassiné, meurtre d'un dissident chez Robert Laffont, et l'hommage à Anna Politkovskaya paru chez Buchet-Chastel. Enfin, Jean-Michel Carré et Gilles Emery viennent de terminer un documentaire édifiant sur ce qu'ils appellent le système Poutine, un document pour France 2. À samedi prochain, je vous rappelle que si vous voulez obtenir des informations discographiques ou bibliographiques, merci à Michel Biou, Stéphane Combe, Irène Menahem, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub.